à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce numéro de Convainc-moi qui reçoit pour vous ce matin Julien Kandé-Kansou. Je l'ai dit, il est littéraire, observateur de la vie politique. Face à lui, nous retrouvons notre ami Ironé Maoling-Ponto. Il est consultant, spécialiste des questions d'éducation. Eh bien, avec eux, nous aborderons rupture et résurgence des cas de corruption dans les sociétés de services publics. Et nous évoquerons quelques cas, entre autres ceux de l'ANAT, l'ORTB et à la douane la semaine écoulée. Alors, bonjour, M. Maoling-Ponto. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Julien. Merci d'avoir fait le déplacement pour nous aider à apprécier ce fait. C'est inutile de vous repréciser que l'une des premières volontés du gouvernement de Patrice Talon est l'optimisation des ressources au sommet de l'État, la rigueur dans la gestion. Et cela s'est exprimé par différentes actions fortes qu'on ne pourra pas toutes citer ici. La criette instaurée pour gérer les cas les plus sensibles, la Criette qui depuis quelques semaines a un agenda très fourni parce que des dossiers à gérer, des séries de dossiers à gérer. Mais cette volonté, ces réformes et ces actes forts, sinon ces signaux forts du gouvernement, semblent ne point émouvoir davantage certains citoyens qui continuent dans ces, comme on le dit, ces sales besognes. Alors, que faire pour impacter sensiblement le comportement du Béninois, puisque depuis quelques semaines, nous avons connu encore des cas. On a parlé de l'ANAT qui reste encore en instance de gestion à la Criette. Puis, la semaine écoulée, l'ORTB, des cas de malversation à l'ORTB, ou même des têtes fortes seraient gardées à la BEF et seront présentées les prochaines heures au procureur, sans évoquer le cas de malversation à la douane Ila Kondji. Qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui n'a pas marché? N'ont-ils pas compris cette volonté du gouvernement d'assainir les ressources, la trésorerie publique? Où est-ce que le bas blesse réellement? Julien Kandé, Ironé Maoling-Ponto, qui prend? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je salue tous les téléspectateurs d'Eden TV et les auditeurs de la Diaspora FM. Vraiment, c'est un thème vraiment qui est cœur. Vous savez, la semaine passée, on était ici, on parlait de l'éducation, la citoyenneté, sans savoir que dans la suite, on aura encore des dossiers aussi sensibles de corruption qui vont surgir, vous voyez. Vous savez, d'abord, je remercie beaucoup le gouvernement pour son attachement au développement. Parce qu'un pays qui veut se développer doit vraiment compter sur ses propres ressources. Voilà. Maintenant, le cas de corruption qu'on constate depuis ces derniers temps, vous savez, quelque part, la lutte contre la corruption, telle qu'on l'avait connue en temps, a connu un peu un relâchement. Les administrations publiques ont une forme de gestion, une méthode de gestion peut-être qu'il faut revoir. La question doit être d'une grande volonté politique. Je donne d'abord un exemple pour un peu comparer les pays dans lesquels vraiment il y a cette lutte est en train de porter. Je prends par exemple le Cameroun, où il y a une opération qu'on appelle opération épervier, où tous les cadres qui sont mêlés dans des différentes malversations financières sont vraiment pourchassés, sont mis en prison, et puis tous les biens sont retournés dans le patrimoine de l'État. Donc cette même stratégie peut être... Il y a par exemple l'autorité de lutte contre la corruption, qu'on ne voit plus ses actions au Bénin. Donc les cadres, à un instant, pensent que vraiment, la lutte n'est plus d'actualité, donc ils peuvent reprendre encore avec les anciennes habitudes. Or, ce qui est un peu dérangeant dans ce désordre, vous savez, quand vous êtes un cadre, vous êtes une autorité, vous êtes nommé à un poste de responsabilité, vous devez défendre d'abord ce qu'on appelle l'intégrité, avoir l'amour pour le travail bien fait. Il ne faut pas attendre d'abord, ce que tu fais,
attendre que ça soit vraiment porté devant la justice avant de savoir que ce n'est pas bon. Donc l'acte que tu mènes, tu dois savoir que c'est un acte qui ne répond pas, bien sûr, aux valeurs citoyennes de l'intégrité, aux valeurs qu'il faut pour le développement de ton activité. Donc tout le monde pense à l'argent. C'est le premier défaut, ça. L'argent. L'argent ne doit pas être une source. C'est-à-dire, on pense à l'argent, on ne pense plus au travail bien fait. C'est ce qui dérange les cadres. Que tu es nommé et tu penses à comment faire pour ramasser l'argent qui est là. Ce que vous avez dit tout à l'heure. Ramasser, vous avez dit. Voilà, c'est ramasser. Puis on dit des milliards, des centaines de millions. Un cadre prend, on se demande quel est l'état de leur conscience au moment où les actes sont posés. Tout le monde a des familles. Les cadres dont on a cité les noms, ils ont des familles, ils ont d'enfants, ils ont des femmes, ils sont dans une société. Maintenant, quel sera le regard de la société avec tout ça là si ton nom est mêlé dans ces si en tant que roca tu descends dans ce plus bas niveau de dégradation immorale, quelle éducation tu peux revenir donner à la maison. Donc quelque part, je pense que le système de gestion au niveau de l'État, on doit repenser ce système de gestion pour que désormais les cadres soient vraiment suivis et évalués pour que les instants de... Le système de gestion, vous avez dit, mais aussi le niveau de conscience, le mode de conscience aussi, le mode de réflexion bien sûr. Au pays. Ça, je pense qu'il faut sérieusement aborder la portée morale du sujet. Julien Kansou-Kandé, comme a commencé à le faire déjà, Irénée Maoling-Ponto, comment comprendre que face à autant de garde-fous, autant de dispositions, que l'on puisse enregistrer une série de malversations. N'ont-ils plus peur des dispositions? Merci, monsieur le journaliste, je vais m'excuser. C'est cadre, je veux dire. Et vous savez, l'éducation est la base de toute chose. Et quand on était au primaire, il y avait un cours qu'on dispensait. Il y a la morale, il y a le civisme aussi, qu'on nous enseignait. Et le respect du bien public. Et à part cela, il faut que vous vous rappelez qu'en 2006, quand le président Dr Yaïbouni prenait le pouvoir, c'était comme ça, il y avait la lutte contre la corruption, la marche verte contre la corruption, et tout le monde avait peur. Mais à force de voir... C'est beaucoup plus accru maintenant. Mais à force avec des instances, oui, à force de voir... redoutables. À force de voir le tigre, on finit par le comparer ou à l'assimiler à un chat. À force de voir le président de la République, à force de savoir que des gens ont détourné les dossiers de l'eau, les dossiers de machines agricoles, les dossiers de Maria Gleta, et ceux-là sont proches du pouvoir. Mais ils ne sont pas inquiétés. D'autres disent, mais voilà, on est en train de fermer tous les sécures et ce sont ceux qui sont riches qui viennent toujours prendre le pouvoir. Oui, mais nous évoquons maintenant les récents cas, les cas actuels. Ça dit que quand l'aîné de la famille vole, et vous, en tant que père de famille, vous n'avez pas puni l'aîné, et vous punissez le cadet qui a volé, le Benjamin dit, bon, il peut être clément envers moi aussi, ou bien il peut ne pas savoir, ou bien il peut ne pas... Parce qu'il y a des cas de détournement. Mais ça n'est pas le cas ici. Oui, il y a des cas de détournement qui... S'il faille même opter pour votre image, on n'en est pas. On ne fait pas face à un tel cas. Il y a le cas. Le cas est que... Si tel est tel cas, le chef de l'État on n'irait pas à la création de la criette. Si tel est tel cas, on n'irait pas... la criette... On ne mettrait pas sur pied autant de garde-fous, autant de dispositions. Non, la criette, cher journaliste. Moi, quand je suis devant l'écran ou à la radio, je prends toute la responsabilité de mes mesures, de mes mots. La criette, au départ, était un instrument de juridiction créé pour pouvoir asservir les opposants. Ça, c'est une lecture. Ça, c'est une autre lecture. Il faut, par moment, au départ, faire tout possible pour écarter ceux qui pourraient gêner. Mais à un moment donné, pour donner de la bonne... ce ne sont pas les opposants qui étaient. Pour donner de la bonne... Les citoyens ont fini par comprendre. Pour donner de la bonne mine... Que cette lecture est assez limitée. Ce n'est pas assez limité parce que pour se faire de la bonne mine, on a commencé par envoyer certains citoyens vers là-bas. Sinon, le dossier de l'eau, le dossier de véhicules, les ambulances, c'est où?
quelqu'un qui a dit, on a parlé d'atteinte à la sûreté de l'État. La personne déclare, je suis devenu maintenant mouvancier, la personne est revenue au pays, le président l'a reçu, on l'a lavé juridiquement, il n'est pas parti devant la criette. Donc, les gens ont compris, les Béninois ont compris, ils n'ont plus peur, parce qu'ils ont compris qu'on a fait pire. Et quand on est du bon côté, ou bien quand on a un parrain, comme le dit bien Désiré Daha, je ne sais plus où il est, mais un grand écrivain qui dit au Bénin, le talent seul ne suffit pas, il faut connaître le tuyau, ne recommandez pas de haute personnalité. Quand on connaît le tuyau, quand on connaît des parrains, on peut faire de n'importe quoi, mais on peut accepter. Et revenons à quelque chose. Sans vouloir trahir les citoyens ou les embourber, on comprend aisément qu'à la Criette, il n'y a pas que les opposants. Oui, aujourd'hui. Il n'y a presque pas d'opposants. Alors, quand le même Bada qui était la semaine écoulée, est-il devenu opposant? Vous ne m'en direz pas. Donc, alors, nous faisons face à une réalité. Et le sujet est assez clair. Hein. Oui. Le sujet ne vient pas faire, je pense pas, ne vient pas enclencher une sorte d'amalgame entre quelle posture politique opposante, mouvancière et autres. Non. Nous avons constaté qu'il y a eu une volonté assez ferme du chef de l'État de lutter contre la corruption. Malgré cette volonté exprimée, eh bien, nous enregistrons encore des cas de corruption dans les structures de service public. C'est ce qui nous réunit ici ce matin. Vous savez, l'aîné tout à l'heure parlait d'une institution qui s'agissait de la régulation de la l'OLC. La corruption. C'était Jean-Baptiste Elias qui avait dirigé et il avait fait beaucoup de dénonciations. Après, on a suspendu, je crois, et puis c'est sur le palais de la présidence. Je me demande comment la présidence serait l'organe qui va se charger de réguler ou de contrôler ou de dénoncer la corruption. Encore qu'on peut dénoncer les malversations faites au palais. Donc la volonté que nous affichons, que nous voyons, moi au-delà de ce que tout le monde voit, je pense qu'au départ on a voulu installer un peu la peur dans le cœur des Béninois. Et certaines personnes ont résisté à cette peur-là. Sinon, on ne peut pas comprendre que Criette soit là, comme vous le dites. Le président qui dit qu'il faut que le député se contente de son salaire de député. Il faut que le salarié se contente de son salaire. Et qui dit nous on sort d'IA, il ne donne plus rien, nous on sort d'IA, la chose n'existe pas. Et comment les gens continuent toujours d'en avoir avec tout l'argent. Non, ils n'en ont pas. Ils vont prendre où il ne faille pas prendre. Parce que quand il y a écoutez, quand chaque société d'État est dotée, donc, bien évidemment, d'un budget de fonctionnement. Mais quand le budget de fonctionnement, ce n'est pas dit que c'est pour la poche du dirigeant ou des agents. C'est pour le fonctionnement de la structure. Jusqu'à ce niveau, quand les gens n'ont plus peur du chef, le chef doit se poser une question. Pourquoi tout cela, tout ce discours autour de la lutte contre la corruption? Est-ce qu'il faille même avoir peur du chef? Non, là n'est pas la question. Il ne faille pas avoir peur de Patrice Talon, non. Mais il faille respecter le bien public. Mais ça, nous avons parlé de l'éducation à la chose publique au départ. Oui, parce que la volonté du chef de l'État, ce n'était pas d'intriguer, de terroriser, de faire peur. Non. Mais simplement de nous amener la peur est de fait développer. Il y a les conséquences de l'acte. Vous faites peur et que si vous faites ça, il y a telles conséquences directes. C'est une exhortation au respect du bien public. Et donc, on vous fait peur pour dire, ne fais pas ça. Voilà. Si tu ne fais pas, si tu fais ce que je te demande de ne pas faire, il y a telles conséquences. C'est la peur, ça. Et au départ, on a vu beaucoup de choses. Mais nous, les Béninois, nous savons qu'il y a des gens qui ont fait pire et qui sont en liberté. D'autres, donc pour ça, les gens prennent le risque de dire, ça casse ou ça passe. Ah oui. Et s'ils ont la chance d'avoir de bons parrains, ça passe. Mais le parrainage ne fonctionne plus maintenant. Il y a 10%. À moins que vous ne soyez plus au Bénin. Il y a 10%. Irénée Maouli-Porto. Bien sûr. Vous savez, d'abord, comme je l'ai souvent dit, le capital humain est la base de tout développement. C'est-à-dire, l'État a besoin de ressources humaines. Ces cadres qui sont placés à ces différents pots de responsabilité qui ont réussi à faire cette manifestation, c'est-à-dire, c'est des Béninois. C'est des gens qui ont des diplômes, qui ont le profil donné, c'est pour ça qu'ils ont accédé à ces fonctions. Et le gouvernement ou bien l'État ne peut pas laisser les cadres béninois qui ont ces compétences et aller chercher encore d'autres citoyens, d'autres pays pour venir les remplacer. Donc le problème,
est sous un autre angle. Il est vrai, il y a la peur. En créant les différentes juridictions compétentes pour vraiment pour chasser, pour lutter contre la corruption, au-delà de ça, il y a les valeurs humaines qu'incarnent ces différentes personnalités qui sont placées à ces niveaux. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'abord de la valeur d'intégrité que doit incarner normalement. C'est des questions individuelles à mon avis. Celui qui a volé, il n'y a plus une décision de voler. Ce n'est pas que une autorité ou bien une structure, un système lui a dit d'aller voler. Il a décidé de voler, de salir son nom. Donc, là où on peut repenser un peu notre système, c'est au niveau de l'éducation. L'éducation de ces cadres qui commettent ce genre de désordre. C'est un désordre, on peut appeler ça. D'abord, comme on l'avait dit la fois passée, le Bénin a approuvé, bien sûr, une charte nationale de gouvernance et du développement qui contient beaucoup de valeurs. Et ces valeurs doivent être vraiment mises à la portée de tous les cadres, de tous les citoyens, de tous les services d'État. Une valeur qu'on appelle l'intégrité, une valeur qu'on appelle la vérité, une valeur qu'on appelle l'amour, l'autre qu'on appelle une lutte pour vraiment bien gérer le pouvoir d'État, le pouvoir public. Donc le Bénin a adhéré aux ODD, le développement durable, qui en son point 4 prône une éducation de qualité. Donc l'éducation de qualité doit nous amener alors les gouvernants à commencer par instaurer les valeurs dans les systèmes éducatifs. Puisque un cadre qui est vraiment imbu de valeurs, qui a ces valeurs citoyennes en lui, ne peut pas se permettre d'aller voler. Ce qu'ils ignorent un instant T, c'est quoi? L'homme vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a. Puisque la lutte, c'est que le regard fait que les gens courent pour amasser, pour dire j'ai 1000 carrés, j'ai 1000 voitures. Pour qu'on puisse me respecter, je dois prouver que j'ai tant de richesses. C'est ça qui les dénature. Sinon, les postes qui sont en train de voler, il y a des avantages liés aux postes. Tu as ton salaire, tu as des primes, et pourtant, ce qui appartient au peuple, au public, toi seul, tu vas ramasser. C'est le mot ramasser parce que quand une personne a des milliards derrière, des centaines de millions, c'est parce qu'à un instant, il a oublié une valeur que l'homme vaut plus par ce qu'il est. Ce que tu es vaut plus que ce que tu as. Et l'autre chose, quelle que soit la fonction assignée à l'homme, c'est la valeur de l'homme qui détermine la valeur de sa fonction. Les gens pensent que tout le monde court pour avoir les postes, pensant que quand je serai nommé DG, j'aurai de valeur. Non, c'est le contraire. Il faut avoir de la valeur avant d'accéder à ce poste. Et c'est ce qui est en train de déranger ces cadres qui sont en train de traîner devant la juridiction. Il leur manque vraiment beaucoup de compétences. Il y a ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences humaines et relationnelles et les différentes valeurs que prône cette charte. Tu ne peux pas être un citoyen. Tu as dit tout à l'heure, quelqu'un qui a des familles, qui a des femmes, qui a d'enfants, ne peut pas se permettre de créer ce genre de désordre. Donc cette éducation, on doit revoir ça. Et l'autre chose, comme ils ont compris, pas de l'opération épervier. Lorsqu'on constate un cas, rapidement, il faut que toutes les institutions en charge puissent dénoncer, puissent prendre en charge cet individu, ce citoyen qui a causé cette bévue. Et selon les rigueurs de la loi, on le sanctionne. Il subit les rigueurs de la loi et on lui prend tout ce qu'il a pu, d'une manière frauduleusement, gagner de la caisse publique. Julien Kanso. Oui, et mon aîné parlait, j'ai quelque chose à placer. Vous savez, on doit éduquer davantage non seulement les cadres, mais aussi les analphabètes. Parce que au Bénin, ici, principalement, c'est ceux qui ont les moyens, quoi qu'en soit, comment ils ont eu leurs moyens, ce sont ceux-là qui sont plus considérés. Vous ne pouvez pas aller en politique rêvant être député, allant faire campagne à moto. Même si vous avez la plus belle idée, le plus bon profit, les gens ne vont pas vous considérer. C'est vrai. Vous ne pouvez pas aller faire politique, campagne, sans avoir donné 2000 francs à ceux que vous avez invités. Or, vous voulez parler de leur
vie, de la gestion de la cité. Et j'ai lu un roman de Florent Kwaozotti, j'ai oublié le titre, mais il y a un personnage, une femme, qui vole les politiques, les biens publics, et quand elle vient, elle distribue ça à ceux de son quartier. Et quand les policiers veulent l'attraper, le peuple, le quartier s'interpose et protège la dame. Et puis, ou bien on dit, ils viennent et puis elle s'enfuit. Donc, le peuple est complice de tout ce qui se passe au niveau de la corruption. Le peuple ne veut pas savoir comment vous avez eu l'argent. Il suffit d'avoir de l'argent, il suffit de mobiliser dans un stade plus de 1000, 3000, 10 000 personnes pour effrayer le politique qui est là pour dire oui, moi j'ai des gens derrière moi. Si tu veux pénétrer dans ma zone, tu ne peux que composer avec moi. Donc quand le peuple supporte, le peuple est complice de l'acte de vol et éduque ses enfants parce que voilà, il n'apporte rien à la maison, il ne parle que le français et voilà, l'autre, toi tu es directeur, non, lui aussi il est directeur, non, mais voilà, les gens vous obligent. Ou bien, voilà, toi tu ne trouves pas d'emploi pour ton frère, ou bien toi tu ne trouves rien pour tes frères, et des enquêtes, des trucs comme ça. On vous oblige, quand vous êtes cadre dans un milieu donné, on vous oblige à aller faire la corruption, ou aller quémander, ou aller faire des contorsions pour pouvoir avoir des biens pour votre localité. Hormis cela, il y a beaucoup d'autres choses que nous oublions. Il y a le fait qu'il y a votre autorité, votre chef peut vous commander des services. Et après, il se désengage. On vous dit, voilà, on a besoin de 10 millions, on a besoin de 20 millions, on a besoin de tel million pour telle activité. Et on te demande en tant que chef, toi tu ne peux pas, celui qui gère, tu ne peux pas refuser parce que l'autorité suprême est là. Si tu ne le fais pas, le week-end prochain ou le mercredi prochain, on peut te changer en conseil des ministres. Et comme c'est lui qui a demandé, on est sûr que tant qu'il est là, il va nous protéger. Mais par mégarde, parce que entre les politiciens de même couvent, de même acabit, il y a les pots de bananes qu'on se glisse parce que chacun veut monter un peu et on peut commander un audit. Et après, on constate qu'il y a de vol, mais qui a géré. Et tu ne peux que être en face. Donc il y a beaucoup de prisonniers. C'est vrai, ce sont bien de faire. Il y a beaucoup de prisonniers aujourd'hui. Discutables quand même. Qui sont en prison, qui ils ont volé millions, milliards, mais ils n'ont pas 5 millions dans leur compte bancaire eux-mêmes. Donc il y a ces cas-là que nous devons révoquer aussi. Des cas de complicité marionnette, en quelque sorte. Oui, M. Marie-Ponton, avant de poursuivre. Bien sûr, vous savez. Tout ça, c'est des problèmes de valeur, cette complicité-là. Quand vous avez cité quelques exemples, vous avez parlé d'ANAT, de douane, de loyauté. Il n'y a pas ANAT, par exemple. On dit qu'il y a des cadres dans l'administration où les voleurs de motos amènent des motos volées sans papier, sans pièces, avec, je ne sais pas, 45 000 ou bien un montant là, et ils réussissent à immatriculer pour rendre la moto officielle. Alors, dans une autre place. Vous voyez ça? La personne vient avec une moto qui n'a pas de pièces, qui n'a pas de papiers. Et peut-être c'est un jeune de 20 ans ou de 25 ans, un farfelu qui vient. Et toi, au cadre, avec master, bien doctorat, bien quoi tu es assis dans ton bureau. Le gars est foutu. Voilà, et tu le prends 40 minutes. Elle dit, voilà la complicité. Donc, elle dit, avec ce jeune qui est venu, quelle sera sa mentalité? Vous savez, M. Marie-Ponton, vous savez, le chef de l'État, Patrice Talon, va peut-être un peu trop fort quand il s'exprime. Mais il dit la vérité. Quand il disait que le Bénin est un pays de pagaille. C'est pour 45 000 que quelqu'un prend le risque de donner la plaque à une moto volée. Mais voilà qui confirme davantage ce qu'il évoquait. Et celui-là, il revient dans la population. Il va chercher encore à voler. Parce qu'ils appellent ça circuit. Le circuit existe pour immatriculer. Et il y a tout un réseau. Il y a tout un réseau de commerciaux fallacieux qui peuvent ramener des vingtaines de motos. Ceux qui ont donné des plaques à des motos sans papier, ce sont des criminels. Parce qu'un voleur peut tuer en volant une moto. Bien sûr. Et il sait maintenant il peut avoir tué déjà. Ce n'est pas qu'il peut, il tue. Celui qui prend 45 000 francs, qui ne peut pas aller dénoncer, il prend... c'est triste. C'est en cela que réside la pagaille qu'évoquait le chef de l'État. Ça, c'est un cas. Pour l'autre ou la douane, on dit les gens on dépose de l'argent sur des comptes fictifs ou bien carrément les entrepreneurs sont appelés à faire des factures fictives. Pour un service non fait, de une facture parce que tu as un pourcentage à prendre. Et l'argent ne t'appartient pas. Vous voyez. Donc, si l'autorité a dit un agent de douane qui est une personnalité respectée,
et l'autre qui est un entrepreneur qui peut-être n'a pas un niveau, et tu signes avec lui, ce jeu flou. Vous voyez, c'est un problème de valeur. On convient ensemble maintenant que le mal est assez ancré Bien sûr. et qu'il faille aller très loin, Déraciner. même au-delà de la criette. Au-delà de la criette. Au-delà de la criette, il faille Bien aller sûr. très loin. Mais est-ce qu'à cette allure, Julien Kansou-Kandé et Irénée Baolimpoto, à cette allure, est-ce que nous ne confirmons pas ce qu'évoquait le chef de l'État au premier mandat quand il parlait de désert de compétences? Oui. Parce que beaucoup s'en sont offusqués, bien évidemment, quand il a été question de déléguer, de gestion déléguée pour certaines structures d'État comme le port, la SB2E. Mais jusque-là, on n'a pas eu des cas de millions ou de milliards partis en fumée. Vous savez, le président disait désert de compétences. Moi, en tant que poète, citez-moi un poète de la sous-région ou en Afrique qui peut avoir l'inspiration autant que moi. Je ne suis pas incompétent. Il y en a. Donnez-moi un nom. C'est moi, je pose la question ici. On me compare aujourd'hui à Baudelaire au Bénin. Donc moi, je suis compétent. Vous consommez les fleurs aussi vite? Moi, je suis compétent. Vous êtes compétent à votre âge, à votre parcours ici. On sait que vous êtes compétent. C'est une communication diplomatique. Et pour asseoir son pouvoir... Oui, mais est-ce que nous ne confirmons pas cette communication diplomatique? Non, on ne dit pas. Il n'y a pas de zéro corruption dans aucun pays, même aux États-Unis. On a même vu leur démocratie un peu tanguer avec Joe Biden et Donald Trump. Donc, il n'y a pas de corruption zéro. C'est pas parce qu'il y a au Bénin de corruption ou bien des gens ont volé là, quelques cartes qu'on peut se targuer pour dire le Bénin est un désert de compétences. Je suis désolé. À l'université, vous verrez de brillants professeurs d'université travailler. Vous verrez beaucoup. Le Béninois, même au champ, nous sommes tellement compétents au point où on devient premier producteur de coton avec la roue. Oui. En travaillant là, nous sommes tellement déterminés, même au point au champ là. Avec la roue, on devient premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes tout aussi déterminés dans le vice. Donc cela voudrait dire que si on veut nous comparer à des gens qui sont incompétents, franchement, moi je suis déçu. C'est une communication pour pouvoir asseoir son fauteuil politique, aller donner un peu de marché aux Occidentaux. On finit dans quelques secondes. Avoir peur. Moi je dois avoir encore la parole avant qu'on ne finisse. Il faut qu'on prenne un peu le temps. C'est un problème, c'est un principe. C'est un principe. Ce n'est pas une affaire de... Les Béninois sont incompétents. Quand on dit de compétences, c'est un principe. Vous savez, tous ceux qui sont à ces postes, c'est déjà compétents. Quand on dit directeur général des sociétés ou bien cadre, ou ils ont présenté le agent comptable, tout ça là, c'est des gens à l'université qui avaient brillé, qui sont bons, des Béninois, qui ont comme nous, qui ont bien étudié, qui ont eu des niveaux, de bons niveaux. Vous voyez, donc ce n'est pas un problème de... C'est juste un principe, quoi. Vous savez, ce qu'il faut, il y a déjà dit tout à l'heure. Pour finir. C'est un problème d'éducation. Et vous savez ce que moi, je préconise maintenant. Il faut qu'on instaure ce qu'on appelle l'éducation financière. Oui. Puis on sent qu'ils sont compétents, ils ont un bon niveau. Et arriver à ces pots, ils ont l'argent devant, ils ne savent plus comment faire. Mais ça ne leur appartient pas. L'éducation financière consiste à quoi? Ça va apprendre désormais à ces cas, bien aux jeunes étudiants ou élèves d'aujourd'hui. Comment trouver l'argent? Comment chercher, comment gagner l'argent? Comment utiliser l'argent? Comment dépenser? Vous voyez? Et comment résister aussi? Oui. Non, si tu as déjà cette valeur... À des tas de liasses. Bien sûr, si tu as cette quand vous en serez confronté. Bien sûr, quand tu as une valeur, tu es éduqué financièrement, c'est fini. L'inclusion financière... Ma conclusion. Merci, monsieur le journaliste, c'est un plaisir. Et je voudrais vous dire que les Béninois n'ont plus peur ou n'auront plus peur davantage parce que les conditions de voler. Oui, les conditions dans lesquelles nous avons eu l'Assemblée, nous avons eu les élections présidentielles passées, afin que tout le monde se dise, celui qui veut donner le bon exemple ne l'a pas faire et puis nous ne pouvons pas le faire aussi. Merci, monsieur le journaliste. Mais nous ne sommes pas ici pour promouvoir le vice non plus. Nous ne sommes pas ici pour promouvoir mais ce sont des conséquences directes. L'inversion des valeurs, ça vous le savez, nous sommes ici ce sont des conséquences pour restaurer plutôt les valeurs. Ce sont les conséquences directes. C'est vous dire que je ne partage pas votre conclusion. Ce sont les conséquences directes, monsieur le journaliste. Pas parce que je suis locataire et que la maison abrite un braqueur que je vais devenir aussi un braqueur. Non. C'est tellement un bon exemple. Non. Le chose d'un bien malade qui ne profite jamais. Ah ben oui, voilà.
Ah oui. Et il faille après tout garder à l'esprit qu'on a un patronyme, qu'on a un nom qui nous est légué en quelque sorte et nous sommes locataires de ce nom. Oui. Qu'il faille assumer pour ne pas laisser un poids, un fardeau aux enfants. Oui, c'est bien cela. Parce qu'il y en a ici qui vont partir dans ce pays, mais dont les enfants des décennies après vont porter ce poids. Quelqu'un vit sa vie et vit l'avenir de ses enfants dans ce pays. Merci à vous et excellente semaine de travail à vous. Merci pour la disponibilité.